bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui s'attache à se poser la question si demain nous serons tous habitants d'un logement à énergie positive. Les émissions de CO2 du parc résidentiel en France dépassent aujourd'hui les 100 millions de tonnes, dont 33 millions qui émanent des logements neufs et tout le reste des habitations existantes. Cela place le bâtiment à la deuxième place des secteurs les plus polluants en France, juste après les transports. On est encore très très loin de l'objectif affiché par le gouvernement de vouloir atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais une des pistes pour avancer vers cette voie semble résider dans les logements à énergie positive, qui sont donc des logements qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et si pour certains, la généralisation de ce type d'habitat reste une utopie, d'autres planchent sérieusement sur le sujet pour limiter l'impact environnemental du secteur du bâtiment. Et donc aujourd'hui, même s'ils sont encore plutôt marginaux et coûteux, est-ce que ce qu'on appelle les BEPOS, les bâtiments à énergie positive, seront la norme de l'habitat d'un futur plus écologique? Donc je m'appelle Héloïse Ponce, je suis journaliste chez Madines et pour animer ce débat avec moi, je suis entourée de Lorraine Boudard. Bonjour. Qui est donc fondatrice du studio de newsletter Courriel et du média Tech Trash. Il y a aussi également autour de cette table Laurent Riscala, qui est fondateur d'Ecoxia. Bonjour Laurent. Bonjour. Depuis 2011, donc, vous cherchez à démocratiser ce type d'habitat. Je suis également accompagnée de Gwenaëlle Verrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Positive Archi, un cabinet d'architecture qui promeut en France une architecture durable et à énergie positive. Et enfin, Mathieu Hervé Ricourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Engie B2C France. Alors moi, je vous propose de commencer cette discussion par un chiffre qui date de 2008. Lors du Grenelle de l'environnement, en fait, on avait fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 38% du secteur du bâtiment d'ici à 2020. Donc aujourd'hui, on est en 2021. Cet objectif est loin d'être atteint. Comment est-ce que déjà vous expliquez ces contre-performances et comment on fait aujourd'hui pour que les objectifs qu'on s'est fixés aujourd'hui soient vraiment respectés demain et que ce ne soient pas juste des incantations un peu balancées en l'air? Je commence. Allez-y. Eh bien, on doit tous s'y mettre. Et je crois qu'on va y revenir aujourd'hui. C'est bien de parler de la maison à énergie positive parce qu'un des enseignements, c'est qu'on doit tous s'y mettre sur chacun des actes qu'on a dans la vie quotidienne. Vous avez parlé de transport. Sur les transports, on doit faire un effort. Pour la maison, c'est pareil. On doit faire en sorte que la consommation d'énergie baisse, voire que la maison n'en consomme pas du tout. Vous voulez rebondir sur la question de Lorraine ? Oui, peut-être aussi juste rappeler dans le contexte historique que effectivement on doit tous s'y mettre, mais que c'est aussi une question de volonté politique. Je veux juste rappeler que Jimmy Carter en 1977 a fait un discours sur son programme et qu'à l'époque déjà il parlait d'une réduction de la température à 2 degrés maximum. Donc voilà, il y a un bon temps qui s'est passé et peut-être que le fait qu'on change d'objectif souvent, ça n'aide pas à avancer de manière continue. D'accord, très bien. Pour tenter peut-être de limiter l'impact sur le secteur, donc on s'est réunis ici pour parler plus particulièrement des BEPOS, des bâtiments à énergie positive. Laurent Riscala, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que sont les BEPOS, qui reposent donc, il me semble, sur deux principes. D'une part, la limitation de la consommation et d'autre part, la production d'énergie positive. Exactement, un bâtiment ou un logement à énergie positive, c'est 2 voire 3 volets en fait. Le premier volet qui est le plus important et le plus difficile à mettre en œuvre, en tout cas d'après l'expérience d'Ecoxia, c'est de concevoir et de réaliser des bâtiments très basse consommation. Parce qu'on est d'accord, si on veut un bâtiment à énergie positive, eh ben c'est un solde entre une production et une consommation. Donc, comme c'est souvent dit par les politiques, et pour une fois ils ont raison, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Le premier souci, c'est de concevoir et réaliser des bâtiments très basse consommation. Ensuite, on va venir greffer dessus, à côté, il y a différentes solutions, des émetteurs d'énergie renouvelable. Et puis après, le bâtiment, il va être à énergie positive quand? Comment? Sur l'année, c'est un bilan annuel. Auquel cas, voilà, 100 mètres carrés ou même pas de panneaux photovoltaïques vont suffire pour créer un bilan positif sur l'année entre consommation et production. Par contre, si je veux une maison autonome, donc qui va être tout
tout le temps en énergie positive, il va falloir un émetteur beaucoup plus important et même des questions de stockage, de régulation d'énergie. C'est donc le troisième niveau, selon nous, du BEPOS. Consommation, production, gestion. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de certifications, de labels qui sont apposés sur des bâtiments dits durables. Comment on fait déjà pour s'y retrouver parce que c'est vrai qu'il y a toute une jungle de certifications, d'une part, et puis d'autre part, le BEPOS, comme vous le définissiez, aujourd'hui, c'est pas une appellation qui est réglementée. Donc, est-ce que ça veut dire que concrètement, n'importe qui peut s'auto-certifier BEPOS et dire qu'il est BEPOS? Comment on fait pour l'éviter? Non, pas du tout. Les certificats sont des démarches qui, en fait, coûtent aux clients. Il ne faut pas oublier que derrière les labels, il y a aussi une organisation, etc. Ensuite, vous avez raison, il y en a pléthore, parce que chaque pays y va un petit peu de son label. Donc le mieux pour moi, c'est de toujours viser finalement, avec un client, de toujours viser la meilleure performance. Si on veut une référence, on peut se baser sur les premiers qui ont fait ça. Donc l'US Green Building Council, Mark Ginsberg, par exemple, a créé la certification LEED aux États-Unis, qui est reconnue internationalement pour son niveau d'excellence, puisqu'on traite de tous les sujets de la durabilité. Aussi bien le social, qui est très important aussi dans l'énergie positive, les transports, que la production et bien sûr tout ce qui est l'anti-gaspillage d'énergie. Mathieu Hervé, une nouvelle question pour vous. Une des interrogations qu'on s'est faites en préparant le sujet, c'est si on pouvait passer d'un bâtiment dit passoire avec de très mauvaises performances en termes de consommation énergétique à l'état d'un habitat à énergie positive par la rénovation énergétique, ou est-ce que pour ce genre de projet, il faut vraiment partir de zéro et construire tout ça de rien ? On doit tous s'y mettre. Donc on doit faire les deux. Vous l'avez dit, 40% de la consommation d'énergie, c'est l'habitation. 20% de la production de carbone, c'est l'habitation. Et il y a une immense majorité de bâtiments qui sont anciens et qu'il faut rénover. Et là, moi, je crois que je vais vous piquer consommation, gestion, production. Parce que c'est ce qu'il faut faire, y compris dans les bâtiments anciens. Chez Engie, la première chose qu'on essaye de faire pour tous les clients, c'est qu'il y ait de la prise de conscience. Donc on leur dit, venez chez nous, regardez, on a des sites spécialisés pour. Beaucoup de nos concurrents ont la même chose. monespaceprime.engie.fr, vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire. Que l'habitant se dise, je peux faire quelque chose. Ensuite, la deuxième étape, c'est ce que vous dites, la consommation. Commençons par baisser les équipements énergivores. Donc on propose des équipements qui produisent de la chaleur ou du froid et qui sont moins énergivores. Et puis ensuite, je reprends gestion, c'est une super idée. On pense que le client, il faut absolument qu'il soit beaucoup plus conscient de tout ça. Et donc, on lui propose des offres, on vient d'en lancer, dans lequel le client peut gérer par le budget. Il dit, je ne veux pas dépenser plus de temps. Il met ses euros en gaz. C'est une énorme innovation. On est dans un métier qui bascule dans de l'innovation. Pareil pour l'électricité. Il peut gérer radiateur par radiateur. Et puis, on arrive sur votre étape ultime, là, la production. Donc là, on est vraiment dans de l'innovation, un petit peu de rupture. Et qu'est-ce qu'on constate? Je vais vous donner deux exemples. D'une part, on peut produire de l'électricité soi-même en mettant des panneaux photovoltaïques sur le toit et ensuite en le consommant. Et puis d'autre part, on peut au bon moment s'effacer du réseau. Et ça, c'est très important parce que ce qui compte, c'est pas seulement de basculer dans cette logique d'énergie positive, c'est aussi que le système marche. Or, notre système électrique, il repose sur de la demande et sur de la consommation, vous l'avez très bien expliqué. Pour éviter que la production augmente au fur et à mesure de la demande, il faut à la pointe, comme sur les autoroutes, qu'un certain nombre de clients s'arrêtent, se retirent du réseau. Et ça, c'est super quand les industriels le font, mais là où on fera la différence, c'est quand tous les particuliers le font. C'est ce qu'on appelle l'effacement. Voilà, deux bons exemples dans la production qui prend la suite de la consommation et de la gestion de ce qu'on doit faire, y compris dans les maisons en rénovation, pas seulement dans le neuf. Ces bâtiments à énergie positive, et Héloïse le mentionnait d'ailleurs en introduction, ils représentent un surcoût qui n'est pas négligeable. Donc comment on fait pour que ce type d'habitat aujourd'hui se démocratise réellement et il ne soit pas réservé à un type
de clients qui pourraient se le permettre. Est-ce que c'est pas juste un gadget? Est-ce que c'est pas juste un truc de riche? Comment on fait? Et quel surcoût est-ce que ça représente? Peut-être une parole d'architecte sur oui, la ce... conception, pour beaucoup. Effectivement, il y a un surcoût, mais on va en discuter avec le client pour qu'il fasse des choix. C'est-à-dire qu'on prend toujours comme base le budget du client, celui qui va être en accord avec son projet, mais on va aussi lui donner les priorités. C'est-à-dire c'est plus important pour moi dans une démarche à énergie positive qu'il soit dans des matériaux sains. Donc on va travailler sur des matériaux biosourcés, etc. Donc on va payer un peu plus cher sur un matériau sain. Mais par ailleurs, peut-être qu'on va pouvoir créer un espace qui aura une double fonction ou éviter la piscine. Vous voyez ? Donc, en fait, le surcoût qu'on observe pour construire, on va passer avant le positif pour construire passif, on est à plus 15% par rapport, en moyenne, hein, ça dépend des régions de France, par rapport à une construction, on va dire, traditionnelle. Le surcoût qu'il faut pour ensuite produire son énergie, et je conseillerais toujours de varier les sources de production énergétique, mais par exemple, sur une maison qui a atteint un bon niveau, c'est-à-dire qui n'est plus du tout une passoire, hein, en rénovation par exemple, sur une maison qui a atteint un bon niveau de performance et de non-gaspillage, on va rajouter 30 mètres carrés de photovoltaïque. Alors 30 mètres carrés, c'est une installation qu'on appelle de 9 kW crête. Une installation de 9 kW crête, en gros, c'est facile, ça vous fait environ 9000 kWh par an. Et si vous prenez une maison qui ne fuit pas, qui est bien isolée, cette production d'électricité-là, elle vous suffit si vous avez, par exemple, une autre source pour la chaleur. Que ce soit le gaz, que ce soit un poêle à peler, voilà. Donc, vous voyez que là, on n'est pas dans des choses énormes. Et si on parle de coûts, on est dans des installations qui sont autour de 20 à 22 000 euros en plus, quoi, hein, pour l'énergie positive, pour une maison pour 4 personnes. D'accord. Et une des pistes de démocratisation que vous évoquez avec nous, Laurent Riscala, en préparation, c'est la production d'énergie mutualisée, de ne pas agir donc à l'échelle individuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, comme le disait fort justement ma collègue, pour une maison individuelle, aujourd'hui, une maison de type passive, 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques suffisent effectivement à dire ma maison est à énergie positive sur l'année. Je produis plus sur l'année que je ne consomme. Et c'est le cas du premier démonstrateur de la maison Ecoxia qui a 12 ans. Maintenant, on n'habite pas tous en logement individuel. Et puis je me souviens, il y a de ça quelques années, c'était Haro sur la maison individuelle. Donc il y a aussi beaucoup de logements collectifs. Alors, une maison, effectivement, sa toiture, il y a assez de place pour mettre 30 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Si je fais un immeuble, même modeste, de 4 étages, je vais avoir que 4 fois plus de toiture disponible, mais 10 fois plus de consommation. Donc là, l'énergie positive ne fonctionne pas. Ceci dit, rien n'oblige à mettre les panneaux photovoltaïques obligatoirement sur le toit. Il peut y avoir des systèmes, des portées, des parkings. On peut faire un système dans une résidence ou un collectif de biomasse. Enfin voilà, on ne doit pas rester stricto sensu sur les fondations. Et puis je voudrais quand même revenir sur un point très important qui a été évoqué. On parle d'énergie positive, donc kilowattheure, bilan de kilowattheure. Mais il faut prendre aussi, à mon avis, en termes d'honnêteté, et puis le futur va nous rattraper, et en tout cas nos enfants, il faut aussi prendre en compte les kilowattheures, l'énergie grise cachée, c'est-à-dire combien de kilowattheures il y a en phase de construction. Voilà. Donc on parle de matériaux, on parle de process, et il faut faire des arbitrages les plus judicieux et précis, parce qu'au final, la nature fait la comptabilité. Et si on veut réduire le réchauffement climatique, il faut travailler sur ces deux aspects. Comment vous l'intégrez d'ailleurs, cette énergie grise, dans vos calculs? Parce que c'est un peu la face cachée, justement. Exactement. Alors, nous, Ecoxia, on était très attirés par le passif dès le départ, mais on s'est rendu compte qu'on peut faire une maison passive aussi bien en utilisant de la fibre de bois que du polyuréthane. Donc vous imaginez bien que ces deux isolants-là ne sont pas forcément les mêmes. Le passif ne s'attache qu'à la consommation d'énergie en phase d'exploitation. Donc nous, on a essayé, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a aussi d'autres difficultés, des problèmes réglementaires, les assurances qui ne suivent pas sur les nouveaux produits, etc. etc. Donc il faut faire un bilan carbone.
Et il y a quelque chose de formidable, c'est la nouvelle réglementation environnementale mise en place par les gouvernements français. Hein. Ce n'est pas le dernier gouvernement qui peut avoir tous les lauriers, c'est un processus. Et là, effectivement, non seulement on va s'attacher à la qualité de construction, c'est-à-dire en phase d'exploitation, mais aussi à la méthodologie de construction et combien d'énergie grise on utilise. Voilà, le bois, c'est mieux que le béton, on le sait, et il y a plein d'exemples comme cela. Pour revenir rapidement sur les expériences qui dépassent donc l'échelle individuelle, Mathieu Hervé, c'est ce que vous nous racontiez, vous explorez avec Engie cette piste sur l'île Dieu via une expérimentation. Il me semble que le nom est harmonieux. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, nous avons créé, à la demande d'ailleurs de l'île et de ses habitants, en concertation avec eux, un petit village électrique. Dans ce petit village, on a 5 propriétaires qui ont fait installer des panneaux photovoltaïques sur leur toit, qui produisent de l'électricité et qui la partagent avec 20 autres foyers, qui l'utilisent pour eux-mêmes et qui la partagent avec 20 autres foyers. Alors, on est exactement dans ce que j'évoquais tout à l'heure, l'innovation de rupture dans l'évolution du système électrique. Sur ce sujet, Engie, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons mis tous ces gens-là ensemble. Nous avons créé le logiciel qui permet de piloter la consommation des voisins avec celle des producteurs. Nous avons investi sur une batterie commune à tous ces utilisateurs et nous accompagnons la mise en œuvre de ce petit village électrique qui démarre depuis juillet 2020. Quels sont les retours pour l'instant? Ils sont enthousiastes. Ils sont enthousiastes parce que les utilisateurs, les consommateurs, le maire souhaitent continuer. Mais là, nous touchons à ce qui est essentiel aussi dans l'énergie, c'est que pour ça, la réglementation doit évoluer pour pouvoir pérenniser ce genre de solution qu'on a trouvé, et avec une grande visibilité, parce que dans l'énergie, que ce soit pour le particulier dans sa maison, le pays pour ses usines, ou les acteurs comme nous pour innover, eh bien, il faut investir. Et nous avons tous besoin que, sur quelques années, on sache comment la réglementation évolue, que les contraintes, notamment administratives, soient les plus faibles possibles, de façon à pérenniser des initiatives comme celle de notre petit village électrique à l'île Dieu. Là, on parle d'expérimentation de petits villages, mais pour véritablement démocratiser ce bâtiment, pour en faire une solution véritablement pérenne, il y a la question notamment du stockage de l'énergie, parce qu'il y a la consommation et la production. Comment on fait pour régler ce problème? Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un angle mort. Alors, c'est un des points importants pour réussir. On peut stocker de l'électricité. En dehors de France, Engie est également vendeur d'électricité en Belgique à des clients particuliers. En dehors de France, en Belgique, nous voyons des clients investir massivement dans des batteries pour stocker l'électricité produite par leurs toits et leurs panneaux photovoltaïques. Il y a plusieurs raisons à cela. Une d'entre elles, ce sont les conditions réglementaires propices. Et l'autre, c'est qu'il y a un équilibre économique qui, pour le client, se met en place grâce à la batterie. Et ce n'est qu'un début. Assez vite, il y a une batterie incroyable qui va arriver sur le marché, avec des centaines et des centaines de milliers d'utilisations possibles. C'est la batterie du véhicule. Et alors, nous rentrerons dans une phase où nous utiliserons la batterie du véhicule pendant la nuit ou en fin de journée, au moment où le réseau en a le plus besoin, pour mettre de l'électricité sur réseau, plutôt que d'utiliser de la production. C'est un horizon de 1, 2 ou 3 ans, mais ça va marcher, ça va fonctionner. C'est ce qu'on appelle, pardon pour le nom savant, le véhicule to grid. Engie, nous y travaillons déjà et nous basculons dans ce que vous avez évoqué qui est très important, c'est que nous devons innover, nous devons avoir des produits, nous devons avoir des clients qui ont de l'appétence pour les produits, mais nous devons surtout les déployer massivement. Pour atteindre l'engagement du gouvernement français de neutralité carbone d'ici 2050, Guillaume Loiseau, qui est expert de l'habitat, précise dans une tribune au Monde qu'il faudrait, donc, pour le secteur de la construction, rénover 70% du parc résidentiel actuel pour qu'il atteigne le niveau bâtiment basse consommation d'ici 2050 et que toutes les nouvelles constructions passent rapidement à des systèmes décarbonés. Gwenaëlle Verrier, à l'allure auquel évoluent les choses aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable ou pas ?
Alors, quand on en a parlé en préparant, je vous ai un peu évoqué la situation différente en Allemagne. Donc, je vais me permettre de vous répondre assez en profondeur. Donc, il y a une question de volonté, toujours. Et effectivement, on voit une différence, parce que, par exemple, là, on fait comme si c'était nouveau, etc. Mais une architecte française, hélas décédée en 2015, Françoise Hélène Jourda, a créé en 1991, en Allemagne, une académie à Herne, Sodigen, entièrement à énergie positive. Et c'était de la rénovation, puisqu'il s'agissait d'un site industriel à énergie positive. Donc tout cela est possible. Nous avons la technologie. Après, par rapport à la massification, 65% du parc français date d'avant 1975. Les constructions neuves, c'est anecdotique, c'est environ 1% du parc français. Donc effectivement, il va falloir travailler énormément sur la rénovation. Et on ne peut pas travailler que sur la rénovation résidentielle, parce qu'à ce rythme, on n'y arriverait pas. Mais on a un gisement énorme en France, qu'on exploite très peu. C'est le gisement industriel, parce que beaucoup de gens vont se dire, oui, mais il y a des réglementations qui vont m'empêcher de mettre du photovoltaïque parce que je suis en zone patrimoine. Mais on a d'énormes industries qui ont des toitures énormes et qui sont un vrai potentiel pour nous. Quand on regarde sur les cartes qui sont publiées, par exemple, par Triangle Climate, on voit qu'il suffit de passer le Rhin pour avoir beaucoup plus de mégawatts en photovoltaïque qu'en France. Donc c'est quand même une question derrière de réglementation, de volonté, de passer ce braquet, parce qu'il n'y a pas de raison, c'est le même soleil. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on pourrait y arriver? Parce qu'il y a les côtés négatifs, mais j'aime bien voir le positif. Pourquoi est-ce qu'on pourrait y arriver? Déjà parce qu'aujourd'hui en France, on produit quand même presque 60 gigawatts en énergie renouvelable. Et d'ailleurs, Engie est bien placé là-dessus parce que Engie en produit déjà 30 là-dessus, des gigawatts en énergie renouvelable en France. C'est formidable. Ça représente déjà un tiers de notre consommation. Donc on n'est pas si mal. Maintenant, quand on sait qu'il suffit de choisir la bonne énergie, c'est-à-dire celle qui va le plus vite à produire, quand on sait que pour produire une centrale photovoltaïque, il faut 9 mois, je ne vais pas vous expliquer combien de temps il faut pour faire l'EPR de Flamanville, personne n'en sait rien. Quand on sait que ça coûte environ 10 fois moins cher un kilowattheure de solaire par rapport à un kilowattheure de nucléaire, quand on sait la durée de vie d'une centrale par rapport à la durée de vie des panneaux photovoltaïques, on a vite compris que si on fait une courbe comparative, on pourrait y arriver, oui. En 2050, on pourrait y arriver. Mais il faut investir massivement, il faut la volonté politique d'investir dans la bonne énergie, les bonnes énergies. Voilà. Donc par rapport à l'empreinte carbone, juste un mot, parce que c'est toujours ce qu'on fait comme reproche sur les panneaux photovoltaïques. Il faut savoir que le panneau photovoltaïque, il fait environ 50 grammes de CO2 par kilowattheure et qu'environ en 3 ans, cette ardoise est effacée. Tout le reste de sa production, c'est bon. Et les batteries au lithium, elles font 59 grammes environ par kilowattheure, ce qui veut dire que la batterie au lithium, c'est une solution de transition et que nous allons devoir passer au partage et qu'il n'y a pas de meilleure solution que partager si on veut y arriver sur des smart grids et pas avoir des petits îlots à énergie positive. Pour rester sur une question un petit peu réglementaire, il y a une autre échéance qui est beaucoup plus proche, qui est celle du décret RE 2020. Ça concerne les exigences en matière de performance énergétique et environnementale dans le secteur de la construction. Et donc, ça doit être appliqué le 1er janvier 2022, donc dans quelques mois seulement. Laurent Riscala, vous me disiez que les exigences étaient proches de celles des maisons passives. C'est une démarche donc positive qui est en marche, mais les acteurs du secteur disent qu'ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah bah oui, ils ne sont pas prêts, c'est évident, mais la question est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas prêts. En préambule, on se posait la question de l'urgence et comment faire pour y arriver. Effectivement, il faut qu'il y ait une prise de conscience globale de tout le monde. Elle est en train de se mettre en marche et je crois qu'elle va s'accélérer avec les petits ennuis, les petits virus, les petits accidents, les petites inondations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Maintenant, ça a été mon histoire personnelle, d'en faire un cas. J'ai eu une prise de conscience écologique dans les années 2000. J'ai radicalement changé de métier et j'ai décidé, avec mon frère, de me consacrer à la vraie construction écologique. Le problème, c'est qu'on a des organisations qui sont capitalistiques et qui sont là pour gagner de l'argent. Et Ecoxia a démarché les bailleurs, les promoteurs depuis 10 ans. Ils savent très bien qu'on doit aller à la RE 2020. Ils savent très bien qu'il y a de l'énergie grise. Mais on met tout ça sous le tapis. Et effectivement, il faut une prise de conscience individuelle et citoyenne. Mais il n'y aura que la contrainte réglementaire qui fera plier les organisations
orienté par le profit. Sinon, on n'y arrivera pas. Et voilà, mon exemple personnel est là, c'est-à-dire que lorsque les promoteurs disent qu'ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas voulu être prêts. Ils n'ont pas voulu être prêts. C'est vrai que moi, je me rappelle qu'il y a quelques années seulement, dans ce genre de colloques, etc., tout le monde parlait d'habitat connecté, on touche les murs, la lumière s'allume, etc. On parlait assez peu finalement de ce genre de problématiques écologiques aujourd'hui qui nous rassemblent. Qu'est-ce qui fait que ça a changé? Et est-ce que comment éviter que ce soit juste un effet de manche et des beaux discours, et comment faire en sorte que ça se concrétise vraiment dans les actes, et qu'on parle plus de toucher les murs pour allumer la lumière, quoi. Faut commencer par l'expérimentation, ouais. Faire des cas de généralisation, en faire des études de cas. L'intérêt aussi d'un logement quand même écologique, ou en tout cas sur l'aspect énergétique, très basse consommation, c'est que ce sont des bâtiments en général très agréables à vivre, puisqu'il y a un effort qui a été fait sur l'isolation, la ventilation aussi. C'est-à-dire que voilà, un bâtiment très basse consommation, quand tout est bien isolé, les fuites aéroliques deviennent un facteur important de déperdition d'énergie. Donc dans des bâtiments à énergie positive, on va mettre un système d'une part de ventilation, puisqu'il est tellement bien isolé que sinon ce ne serait pas agréable. Et puis on va récupérer aussi les calories. Et donc ce qui fait que voilà, dans un bâtiment très bien isolé, vous avez pas de parois froides, donc vous vous sentez très bien. Et puis, nous, ça a été notre cas. On a réalisé nos premières maisons pour des clients privés. Et au moment de la crise de la Covid, on a eu plusieurs appels et plusieurs mails de ces gens spontanés en disant on se sent bien, on se sent en sécurité, on a un super système de ventilation et c'est ce qu'on dit partout, c'est ce qu'il faut pour éviter la Covid. Donc voilà. Des études de cas, des témoignages, voir que des maisons écologiques, c'est aussi très, très agréable à vivre. Et puis démontrer effectivement qu'on arrive à avoir un bilan positif énergétique et donc un bilan positif financier. Et à partir de là, on est capable, en confiance, de se dire ma maison, mon bâtiment va me coûter plus cher, mais mon retour sur investissement, c'est 12 ans. Voilà. Aujourd'hui, c'est trop vague. Le retour sur investissement est aussi trop long en France parce que le kilowattheure d'électricité n'est pas assez cher comparé à l'Allemagne, par exemple. Trop subventionné. Voilà. Voilà des pistes. Je crois que vous le dites, Laurent, il faut que ça marche. L'enjeu maintenant, c'est d'avoir beaucoup de solutions déployées chez beaucoup d'habitants, dans beaucoup de maisons, qui font économiser beaucoup d'énergie. Mais il faut que ça marche pour le client. Il y a quelques années, beaucoup de thermostats, par exemple, ont été déployés à l'intérieur des maisons pour piloter à distance les équipements de chauffage. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui ne l'ont même pas branché. Donnez-moi un chiffre au hasard, vous serez, je pense, en dessous de la réalité, c'est 1 sur 2. Nous, on le voit parce qu'on a des thermostats qui sont connectés, on sait combien on en a vendu, on sait combien sont utilisés. Il n'y en a pas 1 sur 2 qui est branché. Donc ce qu'on doit vendre, il faut que ça marche. Je vous parlais tout à l'heure de l'effacement qui permet à un client, au moment de la pointe, d'arrêter d'utiliser son chauffage. Il ne faut pas qu'il ait froid, jamais. Sinon, il ne s'en servira plus du tout. On parlait de la batterie du véhicule qui va permettre, c'est un apport colossal pour notre système électrique, de se décharger légèrement au moment où on en aura le plus besoin à la fin de la journée. Il ne faut pas que le véhicule, le lendemain matin, il soit vide. Sinon, plus jamais l'utilisateur n'utilisera cette fonctionnalité. Donc c'est l'objectif qu'on doit avoir, des produits qui marchent, qu'on va vendre de façon très importante aux clients parce qu'on leur a engagé. Et par exemple, nous, chez Engie, on pense que pour engager un client, il faut qu'il se dise, en fait, c'est bien de jouer ce jeu. On a lancé ce qu'on appelle un programme qui s'appelle « Mon programme pour agir ». Chaque fois que le client fait quelque chose qui va dans le bon sens, il gagne des kiloactes et il peut le dépenser pour une cause qui lui est chère. Et c'est cet ensemble à construire, dans lequel nous sommes déjà très engagés, des produits qui fonctionnent, qu'on déploie de façon massive, avec des clients que ça intéresse. Voilà ce qui nous semble-t-il, sur fond d'une réglementation visible et de long terme, va permettre de basculer vers cet objectif. Et je suis très optimiste sur le fait qu'on l'atteindra.
Moi, je pense aussi pour éviter l'effet de mode, qu'il y a la prise de conscience, elle est individuelle, qu'on soit dirigeant d'une nation, qu'on soit chef d'une entreprise ou qu'on soit simple usager d'un logement qu'on loue. C'est-à-dire que cette prise de conscience, j'aime bien, j'ai une architecte en tête, Anna Heringer, qui elle, change complètement le paradigme, qui travaille sur des écoles, etc., qu'elle fait faire à la main aux gens avec de la terre. Et elle dit que pour chaque projet, pour chaque chose qu'elle invente, qu'elle conçoit, elle prend son concept et elle fait x 7 milliards pour voir si ce qu'elle fait à cet endroit-là est vraiment durable. Et toutes les solutions, si à chaque fois qu'on se dit moi j'aimerais faire ça, si on réfléchit, est-ce que si tout le monde faisait ça, ce serait durable, je pense que là, on n'est plus dans l'effet de mode, on commence à prendre conscience, et comme le disait Laurent, de toute façon, avec les petites catastrophes qui nous arrivent, la prise de conscience, elle doit être là. Si chacun se sent responsable et ne fait pas un choix réduit à sa petite sphère, sa petite entreprise ou sa petite région, mais un choix qui nous englobe, un choix holistique, je pense que c'est plus un effet de mode et que c'est une solution pour continuer à vivre ensemble. Et vous sentez que cette prise de conscience est déjà en cours, ou il reste encore beaucoup de travail pour que même à l'échelle individuelle, on se bouge vraiment chacun? Elle est en cours. Énorme. Elle est absolument en cours. Parlez à la moindre personne de moins de 20 ans, vous verrez que c'est... Et même, on le voit, nous, voyez-vous, on vend, je vais vous donner un autre chiffre, nous vendons à des clients la possibilité d'acheter une option verte. Qu'est-ce que c'est qu'une option verte? Pour 2 € par mois, vous savez que l'électricité vient d'un site Engie renouvelable, pas très loin. Et vous savez lequel? Nous le vendons quand on vend nos offres sur Internet. Quand vous êtes sur Internet, il n'y a personne pour vous tenir la main, il n'y a personne pour vous expliquer, vous faites tous vos choix de façon totalement libre. Vous avez besoin d'un contrat, vous cliquez, vous arrivez jusqu'au bout. Eh bien, ce sont près de 10% des clients qui choisissent cette option qui leur coûte 2 € par mois. Et nous ne sommes pas derrière eux pour leur dire « nous n'avons pas de vendeur, il n'y a aucun message publicitaire, on a une simple proposition de dire « si vous voulez, pour 2 € par mois, vous accédez à de l'électricité verte produite par Engie, pas très loin, on vous donne le lieu. » Il y a une très grosse prise de conscience, il y a de véritables actes des clients. Il faut simplement, un autre chiffre, et ce sera peut-être le dernier, on a 9 personnes sur 10 qui veulent faire quelque chose. 9 personnes sur 10, faites un sondage, qui veulent absolument faire quelque chose pour améliorer la planète et contribuer à la transition énergétique. Eh bien, vous en avez 3 sur 10 seulement qui savent quoi faire. Eh bien, nous, notre métier, c'est que les 6 sur 10 qui restent, ils savent quoi faire à nouveau. D'où ces petits exemples. Et donc, la prise de conscience est très forte. Nous devons simplement accompagner des gens dans les actes de tous les jours sur un fond de réglementation et de produits qui fonctionnent, massivement déployés. Oui, aussi, donc pour continuer sur cette note positive, effectivement, on sent qu'il y a un changement radical des mentalités. Et aussi, il y a plein de solutions. Ça, c'est intéressant. Après, ce qu'il faut, évidemment, c'est les mettre en œuvre avec de l'honnêteté intellectuelle pour qu'au final, ça fonctionne. Et je crois que voilà, les entreprises ou autres associations qui raisonneront comme dans le monde ancien se feront rattraper très vite par la patrouille par la suite. Alors, pour réaliser des bâtiments PEPOS, on a vu qu'il y avait un aspect technique, technologique et de coût. Une des solutions, c'est aussi le local, l'ultra-local. Un des intérêts aussi, une perspective d'espoir, c'est de dire que les logements écologiques, on va aller vers des biomatériaux qui ont l'avantage, comme le bois, de permettre la préfabrication. Donc, alors on est peut-être un petit peu en contradiction avec l'idée d'une décroissance, mais voilà, on peut imaginer une industrialisation de la construction beaucoup plus forte que ce qui se fait aujourd'hui, et donc une baisse des coûts. Et voilà ce qui peut aussi permettre de façon vertueuse, puisqu'on est sur les biomatériaux et sur des bâtiments efficaces, avec une baisse à terme des coûts de construction. Cette baisse, vous la prévoyez à quand à peu près quand vous dites... Alors là, on est mal parti vu que le bois vient de prendre 30%. Ouais. Alors, il faut que les filières s'organisent, mais ça se regarde des modèles industriels sur l'ordinateur, les voitures, les baisses de coûts peuvent être au final assez rapides. Une fois que, effectivement, il n'y a pas trop d'obstacles réglementaires, mais on en faut aussi. Il faut placer les curseurs aux bons endroits. Mais je pense que avec un peu de volonté, on peut mettre en place une filière industrielle en moins de 10 ans.
Pour revenir peut-être pour finir sur la position des clients, des consommateurs, des particuliers, est-ce qu'ils sont prêts aussi à laisser de côté une partie de leur confort pour habiter dans des logements plus frugaux? Et au final, peut-être, est-ce que c'est pas aussi un préconçu de se dire que les bâtiments écologiques induiront de laisser son confort un petit peu de côté, quoi? C'est une totalement fausse idée. C'est-à-dire que là, je viens de finir une maison en paille. Vous rentrez dedans, il n'y a au contraire aucun inconfort. C'est-à-dire que la première chose, ça va être de se dire, ah, il y a une sonorité un peu différente, on a l'impression d'être plus entouré. Donc on n'est pas en train de dire que réduire sa consommation énergétique va entraîner un manque de confort, ni qu'une prise de conscience entraîne un manque de confort. Pas du tout. Encore une fois, c'est une question de choix. C'est-à-dire qu'on peut très bien se rendre compte qu'on va être aussi bien dans un bassin qui est alimenté par de l'eau de pluie et qui est géré au niveau sanitaire par des plantes que dans un bassin beaucoup plus énergivore qui fait des remous tout le temps et qui va, lui, utiliser du chlore. Je veux dire, au final, ce sera le même confort, c'est juste changer les habitudes. C'est juste aussi une question, comme je disais au début, de conception. C'est-à-dire que, hélas, la seule chose qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est d'accepter que la réflexion, le moment de la réflexion, il prend un temps et que ce temps, il est payé aussi, et que c'est lui qui va nous faire gagner au final, toute cette énergie qu'on gâche à appliquer des solutions toutes faites et en général toujours les mêmes. Voilà. Chez Engie, nous partageons totalement votre avis, Gwenaëlle. Il est hors de question que le client ait moins de confort. Sinon, il n'utilisera pas toutes ces solutions. Et or, on vient de longuement en parler. Je crois que tout le monde le comprend. On est bien au-delà du stade de l'expérimentation maintenant. Ce que nous voulons, ce que nous souhaitons pour ce pays, c'est que des centaines de milliers de gens adoptent des solutions qui réduisent la consommation énergétique et qui, petit à petit, les emmènent vers des maisons positives au rythme de leur habitation. Nouveau dans un cas, ancien dans l'autre, ce ne sera peut-être pas le même rythme, mais l'enjeu maintenant, c'est que des centaines et des centaines de milliers de nos collègues, concitoyens, amis, familles, adoptent des solutions qui réduisent la consommation. Bien, pour que ce soit des centaines et des centaines de milliers de gens, on ne doit pas tricher sur le confort. C'est une évidence. Merci. Est-ce que le siège social d'Engie, par exemple, est à énergie positive? Il ne l'est pas encore, mais progressivement, de plus en plus. Sur tout un ensemble de mesures, et d'ailleurs bien au-delà de l'énergie positive, sont adoptées pour que on consomme de moins en moins. Alors les exemples abondent. On a commencé il y a de nombreuses années, par exemple, avec la disparition des poubelles. Ça peut vous paraître curieux, mais disparition des poubelles égale baisse de 50% des déchets papier. On a abandonné depuis de nombreux mois déjà les gobelets. Tout le monde a des utilisations qui sont faites avec une bouteille qu'on remplit régulièrement. Vous voyez, donc ça va bien au-delà d'une approche en matière énergétique. Et puis progressivement, au fur et à mesure de la rénovation des locaux ou du transfert des locaux des équipes à une autre, on bascule sur des logiques d'énergie, de bâtiments pas encore totalement positifs, mais de bâtiments de moins en moins consommateurs, qui par ailleurs sont l'illustration du savoir-faire du groupe. Il va falloir aller plus loin que les gobelets. Ce double avantage de pouvoir mettre en avant ce que nous savons faire. Eh bien, si c'était le mot de la fin, merci à tout le monde. Merci Lorraine d'avoir co-animé cette table ronde avec moi. On va tout de suite laisser la place à Anne Taffin et Guillaume Langin, dont le sujet de l'échange est le suivant. L'espace Nouveau Far West, peut-on tout faire dans l'espace? Merci à tous. Merci. 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 Merci beaucoup.